3, 2, 1. Here we go! Mesdames, Messieurs, bonjour, Frédéric Denré, journaliste pour vous servir pour cette deuxième journée du 21e Salon Cyclo, 4e qui se tient en région Auvergne-Rhône-Alpes et pour la première fois, mesdames, messieurs, à Clermont-Ferrand, deuxième journée, 5e table ronde. Je vous signale quand même qu'il y aura un atelier à 14h ce jeudi organisé par le Greta Auvergne et le lycée de Mauriac, un atelier consacré à la géopolitique de l'eau, sujet effectivement, comment pourrait-on dire, d'actualité, enfin en tout cas qui pourrait l'être demain, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. On y répondra à 14h. Aujourd'hui, 3 tables rondes. La première qui va avoir lieu bientôt sur les PGSSE, vous verrez bien ce que ça veut dire. La deuxième sur les SFN, solutions fondées sur la nature. Et la troisième en début d'après-midi, toujours en ma présence, si je suis toujours vivant, après 7 tables rondes. La 7e table ronde sur la réhut. Là, vous avez à peu près compris ce qui se cache derrière cet acronyme, la réutilisation des eaux usées. Pour cette table ronde, mesdames, messieurs, merci d'accueillir Marine Brunier, Sabine Lapouge, Laurence Surel et Lionel Turpin. Ce qui veut dire, mesdames, messieurs, que vous les applaudissez. Merci d'être avec moi ce matin. Marine Brunier, bonjour, vous êtes chargée de mission déchets et propreté eau potable et internationale à l'ASTE. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'est l'ASTE. Sabine Lapouge, vous êtes membre du groupe de travail PGSSE de l'ASTE et vous êtes à la tête de la SAS COP. Voilà, vous fabriquez des PGSSE, enfin, en tout cas vous les faites ou vous contribuez à les faire. Vous aidez à les faire. Laurence Surel, vous êtes ingénieur d'études sanitaires à l'ARS Auvergne, l'agence régionale de santé. Votre chef, c'est ça, était là hier, avec lequel nous avons parlé eau de baignade. Quand on dit eau de baignade, c'est pas forcément les plages d'eau salée, ce sont aussi les plages d'eau douce. Et on a évoqué ce sujet très politique hier. Et Lionel Turpin, bonjour, vous êtes directeur général d'exploitation chez Aqualter. Vous nous ferez part de votre expérience en matière PGSSE dans la bonne ville de Chartres et ses alentours. Marine Brunier, alors ça tombe bien, l'ASTE a co-organisé cette table. Oui, vous voulez la petite zapette. Peut-être voilà un petit mot, l'ASTE, qui que c'est que ça? Oui, bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je suis de l'ASTE, l'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement. Alors normalement j'ai un petit diapo. Ça va arriver. Voilà, qui fonctionne comme ça. Donc notre association a été fondée en 1905. On a 120 ans cette année. Elle est reconnue d'utilité publique depuis 1918 et donc l'ASTE travaille sur les sujets d'eau et eau au pluriel et déchets. C'est donc un acteur qui est historique, mais qui est moderne et ancré dans les territoires. Pour être adhérent à l'ASTE, vous pouvez être donc une personne morale ou physique. Donc adhérer en votre nom propre ou via votre structure, on accueille tout le monde. Donc on a à la fois des entreprises, des collectivités territoriales, des personnes, des institutions, des fonctionnaires, des chercheurs, etc. Et donc on a notre siège qui est basé à Courbevoie, dans les locaux de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. On est une petite équipe permanente d'environ 10 personnes, mais nos membres sont sur tout le territoire français. Donc on est vraiment d'envergure nationale. Et on le verra plus tard, mais on a 12 sections territoriales avec des bureaux dématérialisés. Donc, quel est l'objectif de notre association? Ne lisez pas votre diapo. Son but, non, mais ça m'aide un petit peu à me situer. Donc, on est un acteur
qui prône la construction du consensus scientifique et technique basé sur le consensus de nos membres. C'est-à-dire que nos membres vont travailler dans des groupes de travail bénévolement pour œuvrer collectivement sur des problématiques, soit qui émanent d'une commande publique, donc on travaille pas mal en lien avec la DGS, Direction Générale de la Santé, l'Office Français de la Biodiversité, l'ADEME, le MTE de manière plus globale avec la DEB, la Direction de l'eau et de la le biodiversité. ministère de l'écologie, pour faire court. Voilà. Parce que ça change régulièrement. Oui. Comme ça change régulièrement de ministre, ça change régulièrement d'acronyme. Exactement. Et donc voilà, soit c'est des problématiques qui sont véhiculées via les ministères, soit ce sont nos membres qui vont se regrouper et se dire, on identifie un besoin, on va travailler ensemble pour élaborer des guides techniques, des chartes, des position papers, voilà, ce genre de contenu scientifique et technique tangible. Et ce contenu, on va le valoriser à travers des événements. Donc, on a notre congrès annuel qui est notre plus gros événement, qui permet d'organiser des sessions scientifiques et techniques sur divers sujets. Voilà à peu près comment on fonctionne. Donc nos instances, on a 5 sujets de prédilection que sont l'assainissement, les déchets à la propreté urbaine, l'eau potable, les eaux pluviales, les ressources en eau et milieux aquatiques. On a également un comité de la recherche et un comité de lecture pour la revue mensuelle qu'on édite, qui s'appelle TSM, peut-être la connaissez-vous, Technique Sciences Méthode. Apparemment oui. Oui. C'est vraiment une revue de référence dans les domaines eau et déchets. Et donc, on a des groupes de travail qui sont rattachés à ces commissions qui elles-mêmes représentent nos thèmes de prédilection. On a environ 50 groupes de travail actifs à l'AST, et donc on a le groupe de travail PGSSE duquel est membre Sabine. Je vous en ai listé quelques-uns. On a également un groupe de travail sur la cybersécurité qui a édité un guide méthodologique à destination des collectivités, des petites collectivités et moyennes collectivités. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de guides, d'ouvrages qu'on a édités récemment. Celui dont je viens de parler sur la cybersécurité, un guide méthodologique pour l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, un autre sur les pesticides et les métabolites. On travaille également sur les métiers. On essaie de valoriser les métiers aux déchets auprès des jeunes professionnels. Donc, on édite un guide pas annuel, mais qu'on révise régulièrement sur le jeune professionnel. Et donc, notre plus gros événement, c'est le congrès. L'année prochaine, il se tiendra à Nancy du 15 au 18 juin. Save the date. Et puis, et on a d'autres événements en section. On organise des journées techniques territoriales pour valoriser le contenu qui est édité dans le cadre des groupes de travail. Le congrès, donc, c'est sur 3 jours avec des dizaines de sessions scientifiques et techniques. C'est un lieu de rencontre, d'échange. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de mettre en commun les acteurs pour travailler sur des problématiques actuelles. Comme je le disais, on a 12 sections territoriales, donc vous le voyez sur la carte, la façon dont elles sont réparties, avec des bureaux qui ne sont pas physiques. On a un président ou une présidente pour chaque section territoriale, et ces sections vont travailler de façon indépendante en organisant des journées techniques, etc. Donc si jamais vous voulez rejoindre une section territoriale, n'hésitez pas à m'écrire. Il y aura mon mail dans la dernière slide. Comme je disais, TSM, la revue, donc on vous a mis plusieurs éditions sur cette slide. À savoir que maintenant, TSM dispose d'une rubrique partage opérationnel vraiment focalisée sur les retours d'expérience, voilà, pour valoriser les expériences terrain. Et donc, l'AST anime un groupe de travail sur les PGSSE, notre sujet aujourd'hui, depuis 2018. Et donc, il est piloté par la Direction Générale de la Santé, la DGS, en la personne de Nathalie Franck. Donc, on est très mobilisé sur le sujet des PGSSE depuis de nombreuses années. Sabine en parlera, elle présentera les travaux. Mais
Mais voilà, on organise pas mal d'événements également sur le sujet pour essayer de disséminer les bonnes pratiques et sensibiliser sur le sujet qui est éminemment actuel. Vous avez un groupe de travail depuis 2018 alors que les PGSSE c'est 2020. Oui, parce qu'on a pu anticiper et puis il y avait toutes les discussions via l'OMS qui avaient déjà été initiées 2006, à l'époque. c'est ça ? Exactement. Très bien. Donc on a essayé d'anticiper. Et donc le prochain événement qu'on organise se tiendra le 2 décembre matin à Nancy. Et donc ça portera sur les PGSSE en lien avec la cybersécurité. On va y venir, on va en parler. C'est un sujet majeur. Si j'en crois la commission de la défense de l'Assemblée nationale, il y a 3 attaques cyber massives de la Russie, sans doute, sur la France, et notamment sur des structures de distribution ou de potabilisation ou d'assainissement de l'eau. Voilà, sachez-le, si vous pensiez que nous ne sommes pas en guerre contre les Russes, c'est faux. D'après les spécialistes informatiques, nous le sommes bien. Madame Surel, les PGSSE, est-ce que vous pouvez nous en faire l'histoire ? Et notamment quelque chose qui m'intrigue, en France, on se targue d'avoir une des eaux les plus propres du monde. Et pourtant, à la demande de l'Europe et antérieurement à la demande de l'ONU, finalement, on a dû appliquer un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. C'est parce qu'elle n'était pas suffisamment bonne ou c'est une couche sécuritaire supplémentaire ? Donc, déjà pour répondre à votre question, c'est effectivement une couche supplémentaire qui vient répondre à des nouveaux besoins. Déjà, un constat d'une augmentation de la pression sur les ressources en eau liée au changement climatique, au suivi de nouveaux paramètres. Donc voilà, des besoins nouveaux, des défis nouveaux et des solutions nouvelles à apporter. Sur l'historique, donc effectivement, c'est l'OMS la première qui a promu les PGSSE. Oui, j'ai dit l'OMS. Ouais. Donc dès 2004, dans ses directives pour la qualité de l'eau potable, donc elle est partie du constat que chaque système d'approvisionnement en eau est soumis à des enjeux différents, des contraintes différentes, des risques différents, et qu'en conséquence, il était nécessaire d'évaluer spécifiquement ces risques dans chaque situation pour construire un plan d'action adapté, spécifique et sur mesure. Donc c'est bien une analyse de risque, à la base, un PGSSE. Exactement. Donc en fait, l'OMS, elle s'est appuyée sur les principes de l'assurance qualité, qui sont déjà largement éprouvés, dans l'industrie agroalimentaire et tout type d'industrie. Donc, il repose effectivement sur l'analyse des risques et la cotation des dangers. Vous nous en parlerez tout à l'heure en détail. Donc. Et en fait, on applique à l'eau ce qui préexistait auparavant, si j'ose dire, sur l'alimentation, c'est ça ? Exactement, oui. Exactement, sur l'alimentation et tout type d'industrie, en fait, l'assurance qualité. Donc, ce que je peux dire aussi, c'est que les Water Safety Plans, donc, qui ont été de l'OMS, ont été déployés dans plus d'une centaine de pays, dans des situations très très variées, qui ont des réalités très très variées, des tailles de systèmes d'approvisionnement très variés, etc. Donc, on peut citer parmi les pays qui l'ont mis en place le Canada, l'Australie, les pays européens, et dans toutes les régions du monde, de toute façon, ces principes ont été mis en place. Donc au niveau européen, c'est la directive eau potable de 2020 qui a introduit ces plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. Et à la base de la révision de la directive européenne de 2020, c'était une initiative citoyenne qui avait demandé l'évaluation en fait, de la directive européenne eau potable précédente qui datait de 1998. Initiative citoyenne, c'est quoi ? C'est une pétition à l'échelle des pays de l'Union, c'est ça ? Oui, on peut résumer ça comme ça. Et donc, il y avait plus de 1,5 million de citoyens européens qui avaient demandé cette révision, cette évaluation, de la directive européenne eau potable. Et avec des objectifs de demander aussi un accès à l'eau potable sécurisé pour l'ensemble de la population. Parce que ça ne l'était pas, ça se basait sur des cas réels ou ça se basait sur
l'exagération habituelle de nous autres journalistes qui n'hésitons pas à dire que l'eau est cancérigène, archipolluée, qu'on va mourir en ouvrant l'eau du robinet. Y avait-il un risque réel? Autrement dit, ce PGSSE repose-t-il sur une demande réelle, objective? Donc, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la qualité de l'eau en France est globalement de bonne qualité. Après, même si on a des spécificités locales. Et d'une part, et d'autre part, ces PGSSE ont vraiment pour objectif d'améliorer l'existant. Donc, quelle que soit la situation de départ. Voilà. Donc, suivant justement ce point de départ, les enjeux du PGSSE vont être différents. Ça s'applique à qui? À tous les distributeurs d'eau, les personnes en charge de la distribution de l'eau, c'est ça? Oui, avec des exemptions pour les plus petits qui distribuent moins de 10 mètres cubes par jour. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Alors, ça n'en fait pas énormément, mais voilà. C'est les RPDE, c'est ça, j'adore les acronymes. Alors, PRPDE, qui sont personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau. Excusez-moi, je les collectionne, les acronymes, en fait, dans mon métier, et j'adore. Voilà, l'inventivité française en matière d'acronymes me fascine. Madame Lapouche, concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que le PGSSE, c'est encore une couche de plus que les maires avec lesquels les élus doivent se débrouiller? C'est beaucoup de cases à cocher, c'est beaucoup de travail. Concrètement, ça veut dire quoi? Si vous me demandez à moi, je dirais que non. Si vous demandez aux gens qui l'appliquent, ils vont vous dire oui, c'est encore une couche. Oui, mais je connais votre objectivité et votre esprit factuel. Concrètement? Alors, concrètement, je pense que c'est enfin une démarche transverse, déjà. Pourquoi transverse? C'est-à-dire qu'en fait, cette démarche, elle est au service de l'eau potable et pas au service des usines ou du réseau ou des forages, ou etc. C'est-à-dire que tout le monde, les RH, la clientèle, les achats, tout le monde participe, en fait. Dès lors qu'on est en lien avec un service d'eau potable, de près ou de loin, on sera concerné par la démarche. C'est comme un audit? Les premières étapes, c'est comme un audit. Après, alors, le reste, il ne faut jamais s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. Non, il faut arrêter de dire j'ai fini mon PGSSE. C'est une. Donc dans l'élaboration, c'est déjà une indication ce que vous nous donnez, mais dans l'élaboration, donc, comment ça se passe? Dans l'élaboration, c'est les étapes en fait du PGSSE. Je mets peut-être. Allez-y. Ceux qui veulent en parler en fait. Mes chers visiteurs, cette belle journée. Allez-y. Du coup. Comme nous sommes filmés, il faut que vous continuiez à parler. Ouais, d'accord. Mais, donc du coup, en fait, vous avez le point, en fait, ce que disait Marine par rapport au groupe de travail. Donc depuis 2018, ça c'est les slides avec un guide technique, et bon, on va y revenir après. Ce qui est le plus important, là, donc dans les différentes étapes, l'objectif étant d'avoir en tête vraiment, c'est de garantir en permanence. En fait, la sécurité sanitaire de l'eau, et en permanence, ça veut dire depuis le captage, en fait, jusqu'au robinet, entre guillemets, au point de livraison. Et ça, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que tout le monde est impliqué. Que ce soit les voisins qui envoient de l'eau, ou on achète de l'eau, ou que ce soit tout à l'intérieur est géré par la même PRPDE. En fait, ou que ce soit un délégataire qui aide à la gestion, peu importe. En fait, on doit avoir cette garantie. Et du coup, si vous voulez, dans ce cadre-là, donc c'est pour ça qu'on a élaboré le guide pour accompagner dans ces démarches qui étaient à la base les étapes de l'OMS, en fait. Donc du Water Safety Plan, où il y a 11 modules, 11 étapes. Donc dans le guide, en fait, on a pris parti de créer. Donc pour vous dire quand même que le groupe de travail concernant les PGSSE, vraiment, il rassemble des acteurs, mais radicalement différents. Donc on va évidemment, c'est mené par la DGS avec Nathalie Franck, mais on a des bureaux d'études, on a des entreprises privées, il y a les ARS, il y a la FNCCR. On a des régies, enfin, il y a vraiment. L'idée, c'était d'arriver à que tout le monde puisse rapporter aussi son expérience, et que ça puisse s'adresser à tout le monde dans la compréhension aussi, et pas que pour certains pour faire du lobbying aussi. Voilà. En fait, c'était vraiment au service de cette démarche-là. Donc, ça a duré longtemps. Enfin, depuis 2018, on a fait énormément de groupes. On est une vingtaine solide. Aujourd'hui, on continue
à toujours être à toujours être là pour mettre à jour, pour faire des rétextes, etc. Donc dans ce Des retours d'expérience. oui, pardon, des retours d'expérience où on C'est quand même que c'est pas certains. si simple s'il faut faire autant de réunions, de groupes de travail et de rétextes, comme vous dites. Non, c'est pas ça, mais c'est un choix. On s'est engagé, ça marche plutôt bien. Donc on continue. On se connaît bien aussi maintenant, donc on connaît les affinités des uns et des autres, donc on va se challenger aussi de temps en temps. Donc c'est plutôt sympa. Et donc en fait, dans le guide, il y a un premier volet, donc le premier chapitre qui va être sur les généralités. Donc en gros, pour vous accompagner, qu'est-ce que c'est pour qui, comment on fait, voilà, dans les grandes démarches, à quoi ça sert, hein, parce qu'on va toujours se dire, hein, ça sert à quoi. Alors vous allez me dire, enfin je vais même vous dire, souvent vous n'avez pas attendu le guide et le PGSSE pour fabriquer de l'eau potable, hein. C'est la question que je posais tout à l'heure. Voilà. Certes, seulement il y a des façons de faire et c'est enfin la moyen d'harmoniser et pour moi de rassembler aussi les pratiques et de rappeler les bonnes pratiques. Surtout parce que bon, Alors allez-y, rappelez-nous. on entend un peu tout ça, donc c'est l'idée, c'est de rassembler en fait tout ce que l'on peut, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez, rassembler les différentes réglementations que vous devez appliquer. C'est là où ça devient pertinent. C'est vraiment rassembler. C'est un peu la feuille, enfin c'est pas un peu, c'est la feuille de route en fait du service d'eau potable, du système d'eau potable, clairement. Donc dans le chapitre 2, on vous parle de tous les modules que l'on ne va pas voir aujourd'hui, évidemment. J'espère que vous avez au moins téléchargé le guide ou il est quelque part sur votre bureau, histoire de dire qu'il est là au cas où. Vous l'avez tous, hein? Et vous n'avez pas osé l'ouvrir. Donc vous voyez qu'il n'y a que 10 modules là. La démarche initiale, elle est de 11 modules parce qu'on a pris le parti de rassembler les modules 10 et 11 qui sont sur les retours d'expérience, faire et puis la mise à jour en fait régulière. On a pris le parti dans le guide de mettre les deux ensemble, hein, tout simplement. On n'en a pas enlevé un parce qu'il ne nous plaisait pas. Donc, tout est constitué de la même manière dans le guide, chacun des modules. Ça veut dire que vous avez le numéro du module avec le titre du module à chaque fois, en première partie. En quoi le module consiste? Donc, c'est un petit résumé de voilà ce qu'on attend, en gros, la finalité de ce module-là, avec des mesures essentielles, des exemples de mesures essentielles. Donc là, ça va être l'encart qui va être bleu. En orange, on mettra les points de vigilance, c'est-à-dire, voilà, attention, ne pas tomber dans le piège 2, par exemple. Et puis, avec en vert, les livrables, ce que l'on attend de ce module-là. Qu'est-ce qu'il faut, voilà, pour vous dire comment je vais, qu'est-ce que j'en fais de ce qu'il me raconte, quoi, en fait. Voilà. Donc, ça vous aide à canaliser un petit peu, avec toujours des exemples. Là, les petits documents ouverts, on va donner des exemples sur quoi s'appuyer. Et ça, on va faire ça sur tous les modules, pour arriver à terme à intégrer et donc à d'abord avoir la description donc du système. C'est là le diagnostic, en fait, c'est là l'état des lieux, c'est là l'audit. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est là où on peut aussi le combiner à des audits de schéma directeur, mais attention, un schéma directeur ne va pas prendre en compte la vulnérabilité ou pas trop de vos installations. Donc, voilà, prenez garde là-dessus quand même. Et puis après, il va falloir évaluer, analyser vos dangers pour évaluer les risques en fait de votre système. Et c'est là où on va vous aider dans le chapitre 3 en fait, où on a proposé des grilles de cotation pour vous accompagner, pour donner des idées à quoi ça peut ressembler. Il y en a qui la prennent, ça reste un guide, hein. Donc il y en a qui prennent, il y en a qui prennent pas. Selon ce que vous avez en place chez vous, vous pouvez très bien ne pas choisir cette méthode-là. Et puis vous avez également le fameux tableau Excel que tout le monde ouvre et tout le monde ferme rapidement, je crois. Et on ne devrait pas le fermer rapidement, C'est ça. c'est ça? Non. Mais parce qu'en fait, on se dit, le tableau Excel, il y a plein de lignes, c'est compliqué. Ben non, il faut les prendre juste tranquillement, section par section. Et qu'est-ce qu'on renseigne dedans? Quel En type fait, d'infos, ça par donne exemple? des exemples, c'est pour vous accompagner quand vous ne savez pas par où commencer, surtout dans l'analyse de danger. Donc nous, on a travaillé avec tous, autant qu'on est, toutes nos expériences pour essayer de lister des dangers potentiels qu'il y a sur la ressource, par exemple. Donc vous avez un volet, une première partie ressources. Donc commencez par juste la ressource. Vous dites pas aujourd'hui, je vais faire tous mes dangers. Non, je vais prendre les lignes de ressources et puis il y a des petits plus, c'est relativement bien fait. Vous ouvrez la partie ressources et vous dites, ce danger, ouais, je suis concerné par ce danger, je suis concerné par celui-là ou par celui-là. Celui-là, non, je le prends pas. Et voilà, et créer en fait tout simplement votre analyse, votre trame, hein, toute seule de ce qui est représenté chez vous. Ça, c'est l'idée en fait de ce tableau-là. Et puis du coup, après, vous avez les matrices aussi de cotation qui vont vous aider à évaluer pour savoir si le danger
est fréquent ou pas, il existe ou pas, etc. Donc n'ayez pas peur, en fait, n'ayez pas peur de l'utiliser. Et peut-être que vous ne l'utiliserez pas parce que vous avez d'autres méthodes chez vous et vous connaissez aussi vos dangers. Et puis au fur et à mesure, il faut le construire, en fait. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir des anomalies chez vous, des situations d'urgence ou quoi que ce soit, c'est le moment de compléter et de dire est-ce que j'ai pris en compte ce danger-là ou pas. Et si vous ne l'avez pas pris en compte, il faut l'intégrer. Voilà, c'est pour ça que ça ne s'arrête jamais, en fait. Il ne faut pas dire j'ai fait mon PGSSE. On a fait d'autres travaux également dans le groupe de travail. On a fait un addendum réglementaire dès que, en fait, après la directive et puis l'arrêté du 3 janvier 2023 sur les PGSSE est sorti. Et surtout la directive, parce qu'en fait, alors on ne va pas passer tout non, je me suis fait gronder, mais j'avais trop de slides. Donc, on va pas passer toutes les slides. Non, c'est quoi ça déjà? Par contre, si vraiment, alors tout est disponible sur la plateforme de l'AST. C'est un conseil, s'il y a vraiment une slide à retenir, c'est celle-là. Imprimez-la, affichez-la, même si c'est pas très bien pour la planète, mais c'est plus sympa d'avoir quelque chose de vraiment toujours sous le coude, parce qu'elle résume vraiment la directive, les différents articles de la directive, parce que cette directive, elle impacte plusieurs codes. Code de l'environnement, etc. Et donc, en fait, c'est intéressant de voir où est-ce qu'on se repositionne. Alors, qu'est-ce qu'on a à gauche? Alors à gauche, il y a une flèche et qu'est-ce qu'on a à droite? On a la directive, tout simplement la directive eau potable, avec les différents articles dans les couleurs, l'article 7, 8, 9, 10 et 13, voir à quoi ça correspond en droit français. Donc la partie verte, on voit c'est tout ce qui va concerner le PGSSE. Et ensuite le bleu, on va se basculer un petit peu plus aussi sur les acteurs, les évaluations, la surveillance. On va voir également la partie du bas, donc la surveillance, et puis les installations, le bleu, pardon, les installations privées. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des évaluations des risques à faire sur les installations privées. Un arrêté qui est sorti décembre 2022 sur en gros le PGSSE des installations privées. Donc c'est pas les abonnés lambda, mais c'est des établissements qui reçoivent du public. Donc il y a une liste qui est très bien définie. C'est l'arrêté du 30 décembre 2022. Et donc bon, bref, c'est une petite parenthèse, mais n'oubliez pas celui-là parce que la mise en place c'est pour 2029. C'est bientôt quoi. Donc voilà, et dans l'addendum, vous avez différentes explications, etc. On passe le captage, aussi les captages sensibles, non sensibles, sachant que l'arrêté sur les captages n'est pas encore sorti. Et nous travaillons dans le groupe de travail PGSSE. On a un sous-groupe en fait qui s'occupe du PGSSE captage. Donc on essaie, on va pas tarder à sortir, je crois que c'est pour maintenant, quoi, automne, on a dit, de vous sortir un petit guide ou des exemples de comment appréhender plutôt le PGSSE sur la ressource, puisque c'est la première étape de réglementaire en juillet 2027, déjà de faire votre PGSSE ressources. Alors, juste une petite parenthèse, PGSSE ressources, ça ne veut pas dire qu'on fait un PGSSE d'un côté ressources et on en fait un autre de l'autre. Hein. En fait, il vient s'intégrer, c'est le PGSSE de l'ensemble du système d'eau potable. Voilà, c'est juste par rapport à une étape de mise en place. Et puis on a un autre document qui est sorti d'aide, c'est pour le résumé. Les modules 10 de la démarche, 10-11 du coup de démarche OMS. En fait, il va falloir, et c'est écrit dans l'arrêté du 3 janvier aussi 2023, je ne sais plus trop quel article, je suis désolée. En fait, il faut annoncer un petit peu, il faut afficher, un peu comme les analyses ARS qui sont faites, qui sont affichées en mairie. Ça va être la même chose, mais il va falloir afficher votre démarche PGSSE. Donc il y a une partie résumée à l'attention du public. Donc on a fait des trames pour vous aider en fait à vous montrer ce qu'il faut mettre dedans en fait, sur quoi il faut communiquer. Donc une partie de la démarche sur la destination du public et une autre partie pour les institutionnels, où il y a des côtés un petit peu plus techniques. Par exemple, donc c'est pour les ARS, pour montrer l'avancement de la démarche. Donc ce résumé doit être affiché régulièrement, à peu près tous les ans, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. C'est bon. Vous avez fini? Oui. Et les derniers qui sont derniers travaux, en fait, on est sur le captage. Là, par exemple, on a les FAQ, c'est-à-dire on a fait une foire aux questions, des retours d'expérience, des questions que tout le monde se pose. On a rassemblé toutes les questions et on y a répondu. Donc ça aussi, c'est disponible. Ça peut vous aider aux questions que vous vous posez. Allez regarder. Il y a vraiment de tout. Une partie organisationnelle, une partie de mise en œuvre, une partie de responsabilité.
Ça peut vraiment vous accompagner. Et puis donc les captages qu'on est en train de finaliser. Voilà, j'arrête de parler. Merci. Madame Surel, bah tiens, ça tombe très bien. Vous avez il y a des points de vigilance particuliers pour vous, ARS, pour nos amis qui aimeraient se lancer, qui sont en train de faire leur PGSSE. Vous leur dites faites attention à ceci plutôt qu'à cela. Donc effectivement, donc l'ARS a accompagné des collectivités dans la réalisation, des collectivités pionnières dans la réalisation de leur PGSSE. Lesquels, par exemple? Donc, en fait, on a fait 3 appels à projets sur 3 années consécutives. Donc, il y a 57 collectivités à l'échelle régionale qui ont été accompagnées. Par un prestataire qui a été financé par l'ARS, donc qui a formé les collectivités et qui les a accompagnées individuellement à chaque étape de leur PGSSE. Vous financez des bureaux d'études qui constituent les PGSSE? Non, alors c'est un accompagnement méthodologique. D'accord. Donc en plus de ce que pourrait faire un bureau d'études, et d'ailleurs, si vous parliez des points d'attention, dans les points d'attention, c'est la première étape d'un PGSSE, c'est constituer l'équipe. Donc la collectivité va choisir soit de réaliser son PGSSE en interne, si elle en a les moyens, et si forcément, ce qui est recommandé pour qu'elle s'approprie au maximum la démarche et puis qu'elle puisse la maintenir vivante dans le temps. Mais forcément, si elle n'en a pas les moyens, donc elle va faire appel à un prestataire, à un bureau d'études. C'est-à-dire qu'il y a une différence d'appréhension du PGSSE par les petites collectivités versus les grandes. C'est plus difficile pour une petite qui n'a pas l'ingénierie, forcément, c'est ça? Donc, effectivement, les petites collectivités n'ont pas les mêmes moyens. Après, c'est une démarche qui est vraiment adaptable, qui est vraiment sur mesure et qui est ce que la collectivité en fait, en fait. Donc, il n'y aura pas forcément les mêmes objectifs pour une grosse collectivité que pour une petite. Voilà. C'est vraiment ce que la collectivité en fait. Et à ce titre, je trouve tous les retours d'expérience vraiment très, très intéressants. Parce qu'on voit que vraiment chaque collectivité qui l'a mis en place se l'approprie différemment, ils voient des intérêts différents. Pour en citer quelques-uns, il y a une collectivité qui cite vraiment l'intérêt de la mobilisation de son personnel, qui a trouvé vraiment cet intérêt-là. Une autre collectivité qui cite... qui a donc une petite intercommunalité qui a repris la compétence de plusieurs communes et donc qui a pu s'appuyer sur le PGSSE et donc sur vraiment des critères objectifs de priorisation des actions à mettre en place pour expliquer aux élus les critères de décision des travaux qui allaient être faits. Parce que pour les communes, voilà, c'est un sujet assez sensible. D'où est-ce que l'argent communautaire va être utilisé Donc là, ça les avait vraiment aidés sur ce point de vue-là. Donc dans les points d'attention, voilà, c'était la question. Donc, déjà... donc ça va être bien sûr de mobiliser les moyens humains et de fixer une organisation pour permettre au personnel de s'investir dans la démarche. Ça va être de valoriser l'existant, puisque c'est vraiment ça l'objectif d'un PGSSE. De veiller à ce que tout soit vraiment sur mesure, que ce ne soit pas une démarche type. Plaqué. Voilà, exactement, okay. C'est vraiment du sur-mesure. Et puis après, forcément, l'enjeu va être le financement du plan d'action. Ça coûte cher? Est-ce qu'il y a des ordres de grandeur? Dites-nous tout. Alors, il y a le coût du PGSSE d'une part, c'est ça que vous voulez dire, ou du plan d'action. Je ne sais pas, vous avez plus de données que Madame moi Lapouge ou Madame Brunier. Le coût d'un PGSSE, ça dépend de votre périmètre, de toute façon. Parce que quelqu'un qui va avoir un forage, un trou dans le sol, un bidon de javel et puis terminé, ça ne va pas être le même que quelqu'un qui a
350 communes sur son... Voilà. Donc déjà, c'est forcément, il y a une différence, ouais. Donc on ne peut pas donner en fait une fourchette. C'est comme ne pas pouvoir donner une fourchette de combien de temps ça va mettre pour mettre en place, quoi. C'était la deuxième question que j'allais vous poser. Bah là, voilà. Madame Brunier. Ça dépend également des risques sur le territoire. Donc, Ok. Monsieur Turpin, votre expérience à Chartres, vous êtes le délégataire de Chartres Métropole sur la distribution d'eau. Vous avez terminé le PGSSE là? Non, on n'a pas terminé. Ah, vous êtes en train de le terminer. On a mis en œuvre le PGSSE. Moi, je vais vous faire part de mon expérience. C'est surtout ça qui est intéressant. Quand je vous écoute tous, je fais ce métier de délégation depuis très longtemps, de gestion de services publics d'eau et d'assainissement. Ça fait trop longtemps qu'on a mis en place des démarches qualité, etc. Et finalement, au niveau de la réglementation, on avait aujourd'hui les indicateurs qui existent, obligatoires, qui donnaient les indicateurs. On avait des mesures, qui sont celles de l'ARS. On avait de temps en temps des audits, qui étaient des schémas directeurs. Et finalement, ils nous manquaient, dans le système de management, de faire tourner la route d'Hemming. C'est-à-dire qu'à un moment, on connaît nos objectifs, on a quelques états des lieux, et il faut l'outil final qui est celui de l'analyse de risque, de la mesure des risques, du plan d'action, etc. Alors, Chartres, c'était d'autant plus intéressant sur l'agglomération. Alors, j'ai une ou deux slides pour vous montrer un peu le contexte. En fait, Chartres, je vais vous montrer la carte directement. Merci. Voilà. C'est 66 communes. Donc là, vous retrouvez toutes les UDI. Donc c'est assez complexe. Il y a à peu près une quarantaine d'UDI avec une partie très urbaine qui est assez problématique. UDI. Alors, unité de distribution, quoi. Donc on a à peu près 40 forages, on a des usines de traitement d'eau potable, on a des problématiques de pesticides, on a des problématiques de nitrates. Alors vous êtes dans la Beauce, voilà. On est dans la Beauce. On a une concurrence aussi d'usage avec l'irrigation. Donc tout ça fait qu'on a un système qui est très complexe. L'intéressant du PGSSE, et on l'a démarré assez tôt finalement, en 2016, parce que finalement ensuite il y a une rencontre dans un congrès de l'ASTE qui se passe en Belgique, à Liège. Il y avait la Wallonne des eaux, qui est l'équivalent d'une SPL aujourd'hui, sur la région Wallonne, qui avait entrepris son Water City Plan. Et pourquoi elle l'avait entrepris assez tôt? Parce que cette SPL, finalement, avait beaucoup d'adhésions de collectivités, etc. Et il y avait cette phase d'audit et maîtrise des risques qui voulait normer, à chaque fois qu'ils prenaient une installation, de se dire, voilà, je prends une installation, je crée mes modèles d'audit, et puis systématiquement, j'audite ces installations, j'audite les risques, et puis je l'inscris dans un plan d'action global. Donc c'est un peu ce qu'on a fait, nous, dans la première étape. Pourquoi? Parce que finalement la création donc nous on est une CEMOP, donc avec un actionnariat privé avec Walter et puis un actionnariat avec la collectivité, et ces structures étaient un peu nouvelles. C'est la première fois qu'on avait une DSP sur tout le territoire, avec une partie urbaine qui était avant en DSP et une partie rurale qui était avant en régie. Et puis 20 nouvelles communes qui sont ajoutées 2 ans après dans le système. Donc on avait aussi cette démarche de créer un nouveau service et d'avoir une visibilité d'un ensemble, un vrai audit, et puis d'objectiver. J'aime bien ce terme-là, et c'est bien l'outil en fait de l'analyse de risque, c'est d'objectiver les choses. C'est d'arrêter ton test mais, ce que vous disiez tout à l'heure, l'eau est pas bonne, le machin, etc. Non, c'est quoi le risque? C'est quoi ça, vous ne le saviez pas avant? On le savait même morceau par morceau, etc. D'accord. Donc aujourd'hui, ça permet d'avoir une vision globale, de mesurer le risque. Et une fois qu'on a mesuré ce risque, c'est de le pondérer pour avoir un outil de décision pour la collectivité, parce qu'en effet, après, ça a des coûts. Donc ce plan d'action, il y a des choses plus ou moins urgentes, avec plus ou moins de risques, etc. Pondération selon quels critères? Pondération politique, alors, pondération économique? Non. Alors, les premiers critères, alors il y a des pondérations par rapport à la qualité de l'eau. Donc cette pondération, donc l'outil permet de le faire. Donc on est sur une pondération sur la conséquence, c'est-à-dire que voilà, on est en manco, on est en non-conformité réglementaire, on est en restriction éventuellement d'usage parce qu'il y a des qualités, on est on va dire le poids du risque aussi, il est sur la teneur. C'est pas la même chose sur une petite commune, on a 10 habitants, et quand on est sur l'agglo de Chartres où derrière on a une activité économique avec un industriel qui fait des produits pour le diabète dans son process, etc. Donc tout ça, c'est des critères qui vont permettre de faire les choses. Et après, il y a le critère probabilité. Alors le critère probabilité et risque, aujourd'hui, depuis 10 ans, il y a 10 ans, on serait vu, on aurait dit on va avoir une crise sanitaire, on a tous rigolé en disant ça n'arrivera pas.
Le réchauffement climatique, on parlait 2030-2050. Les conséquences, on les a aujourd'hui. Donc moi, depuis quelques années, je suis obligé d'arrêter certains forages parce que on est en période très sèche, les niveaux de nappe sont basses et les agriculteurs ont besoin d'eau et donc ils m'obligent à arrêter une partie de nos ressources. Et c'est pour cela que vous calculez des probabilités de rupture d'approvisionnement. Quand la probabilité change, votre mesure de risque change. Si ça n'arrive jamais, bon, c'est jamais arrivé, ok, le risque il est faible, donc je vais prioriser autre chose. Je vous donne un autre exemple de risque et de probabilité qui changent rapidement. On a quand même de plus en plus de pannes d'énergie, de rupture d'énergie. Sur le département de l'Eure-et-Loire, on est resté quasiment 20 heures sans énergie sur à peu près 50% du département. Ah bon? Pourquoi? Deux pannes consécutives de transformateurs. Je crois que dans le sud, c'est arrivé aussi du côté de Nice aussi à un moment. Hein, donc, et puis vous parliez tout à l'heure de risque de cyberattaque aussi. Donc ce risque aussi technique, il existe et il est beaucoup plus fort qu'avant. Donc tout ça, ça ajoute des risques, ça ajoute de la probabilité sur des risques. Donc on a besoin de cet outil pour mesurer les décisions et prendre en place les actions. L'intérêt aussi de la démarche pour nous, vous voyez, on a un système qui est très complexe. Et souvent, la solution dans notre système, c'est de sécuriser les systèmes. Donc ça, c'est aussi pour les collectivités qui ont aujourd'hui pris la compétence, etc. C'est un vrai outil de structuration de la compétence. On nous a remis des ouvrages, on a une compétence globale, et c'est un outil qui permet finalement d'aller regarder des solutions que je n'avais pas avant parce que c'était le voisin qui produisait l'eau et pas moi, etc. Aujourd'hui, il y a un tas de solutions qu'on a pu trouver, d'interconnexion, de façon plus facile, ou d'investissement qu'on n'avait pas forcément avant, de par une gouvernance morcelée. Donc aujourd'hui, à partir du moment où la gouvernance est le plus morcelée, parce que moi je dis toujours que la problématique de l'accès à l'eau, c'est pas uniquement une politique technique, etc., c'est aussi une politique de gouvernance. Et dans mon pays, dans l'eau, qui n'ont pas accès à l'eau potable, pas parce qu'il n'y a pas d'eau. J'ai commencé ma carrière en Rwanda, je peux vous dire, au Rwanda, il y a de l'eau. Hein, donc, par contre, il n'y avait pas de gouvernance. Et il n'y en a plus du tout après 1994. Mais c'est vraiment la gouvernance, elle est vraiment importante pour gérer le système. Donc, et finalement, un système de management qualité, c'est de la gouvernance, en fait. Donc, c'est, je définis mes objectifs, je mesure mes risques et je définis des actions. Quand on réalise un PGSSE, on révèle l'état réel de la gouvernance, l'état des rapports de force, l'état de la bonne discussion, communication entre tous les organismes, entre toutes les personnes. Après le PGSSE, c'est forcément une implication, et c'est là un peu le changement par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant, parce qu'en entreprise privée, on faisait déjà des systèmes de management, on était certifié ISO 9001, 14001, etc., mais souvent on certifiait l'entreprise. Là, on certifie le système. Donc, c'est-à-dire qu'autour de la table, il y a tous les acteurs. Il y a le délégateur, il y a la collectivité, il y a éventuellement des acteurs tiers. Hein. On peut très bien faire participer le monde agricole aussi sur un PGSSE, pourquoi pas, pour gérer le risque, etc. Donc ça oblige à discuter, à bien discuter. Et discuter et sur des choses qui sont objectivées. Donc ça, c'est important qu'on objective les choses, et ça, c'est vraiment l'outil qui est là. Et après, voilà, après les éléments, on a notre réglementation qui est en place depuis très longtemps, on a des indicateurs qui sont en place, et tous les indicateurs du 6PA, etc., qui définissent les performances et tout ça. Donc tout ça, on a. Mais on avait besoin de cet outil. Et cet outil, ça c'est bien l'évolution, c'est qu'on demande à ce que ce soit le service public et le producteur d'eau qui le réalise, et avec ces acteurs tels qu'il les a mis en place, quoi. Ça a été simple à mettre en place, le PGSSE, ou vous êtes heurté à des rapports de force que vous n'imaginiez pas, ou des gens qui en ont eu peur? Alors, la difficulté pour nous, ça a été finalement de faire le tri. Alors, parce que finalement, on faisait du PGSSE avant. Finalement, comme Jourdain faisait de la prose, quoi. Voilà, donc, on le faisait avec nos systèmes de management propre en interne, etc. Bon. Donc, il faut intégrer dans l'entreprise le PGSSE. L'intégrer, moi je me pose même la question, c'est est-ce que j'ai encore besoin dans un processus eau potable d'être certifié ISO 9001, quoi. Enfin, ça sert à quoi? Je paye un organisme de certification pour rien. Tout est là. Mon processus de management, il est là. Donc aujourd'hui, on a déjà des documents, etc. Donc là, le gros travail que nous, on a à faire après la première étape de PGSSE, c'est d'intégrer ces processus dans nos processus d'exploitation du quotidien, etc. Qu'est-ce que veut dire que le PGSSE est en soi une certification quand il est bien conduit? Oui, c'est un système de management sur un objectif qui est distribuer de l'eau 24h/24. Et si je prends ma déclaration de certification de 9001 entreprise, j'ai la même chose, quoi. C'est le même objet. Vous êtes d'accord, Madame Brunier? C'est un système de certification, finalement. En tout cas, de management, de validation d'un management de qualité. De management, oui. Donc, plus besoin de la norme ISO. Alors,
je pourrais pas trancher la réponse. Non, ça dépend des contextes. Il ne faut pas que ça fasse doublon. Madame Lapouge. En fait, la différence, c'est qu'un ISO, on va décider du périmètre sur lequel on veut être certifié déjà. Oui. Et souvent, on certifie ce qui nous arrange, en fait, ce qu'on ne veut pas que l'auditeur voit. Donc déjà, là, le PGSSE, c'est obligatoirement sur l'ensemble d'un système d'eau potable. Donc ça change quand même. Et du coup, c'est bien plus, alors pas contraignant, mais c'est bien plus pertinent. Du coup, la démarche PGSSE qu'un ISO. Mais voilà, c'est comme les ISO 22000 qui sont sur l'agroalimentaire, qui sont largement déployés en eau potable, parce que denrées alimentaires tendent à disparaître. C'est vrai, la vraie question, elle est là. Du coup, maintenant, il y a un PGSSE, donc l'ISO 22000 qui est très contraignante en plus comme norme à mettre en place. Bon, il faut se poser les questions. Mais il faut toujours que ça soit à périmètre équivalent surtout. Et une ISO, c'est une entreprise, c'est ce que disait monsieur, c'est une entité juridique qui la porte sur un périmètre, tandis que là, le PGSSE, c'est la personne, c'est la personne, la PRPDE, qui porte la démarche, quels que soient les acteurs qu'elle a, un délégataire ou pas, peu importe. Et donc ça, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que la démarche reste, quoi. Vous avez été épaulé, aidé, monsieur Turpin, vous avez tout fait en interne? Alors, on a fait beaucoup en interne, donc à la fois avec les équipes de la CEMOP et puis les équipes de la Direction Générale de l'Eau. Sur la dernière étape, donc on a pris l'appui d'un bureau d'études sur la dernière étape, après tout le travail qu'on a pu faire, pour le mettre en cohérence avec notamment avec le guide que vous avez mis en place, avec l'argumentation qui s'était mise à jour depuis le début, et puis aussi d'avoir un peu une vision extérieure pour nous caler l'ensemble, quoi. C'est long, c'est complexe, je reviens toujours à ça. Oui, c'est long. Après, ça dépend vraiment de la taille de la structure. Bon, forcément, pour nous, c'est long. Ça s'arrête jamais parce que demain, on va interconnecter notre ressource. Voilà, forcément, ça va changer la mesure du risque. À partir du moment où la campagne sur le chlorothalonil qui est sortie, etc., elle rebalaye les cartes. Donc, qui est un pesticide. Voilà, donc oui, c'est une remise en cause en permanence. Mais après, ce qu'il faut, c'est surtout il faut aussi être pragmatique. C'est pour ça qu'il faut faire le tri. Moi, je lutte beaucoup pour ça. C'est de dire, mais attention, c'est pas quelque chose qui est à côté de nos procédures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a quelques procédures, ou maîtrise du risque, etc. On avait déjà quelques analyses de risque qui étaient faites. Ben voilà, il faut les intégrer dans le système. Il faut éviter de faire du doublon, quoi. Ça doit être vraiment la base. Il y a un bon parallèle en assainissement, hein, c'est le diagnostic permanent. Le diagnostic permanent, c'est exactement le même système appliqué à l'assainissement. Exactement. C'est un système de management. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous connaissez vos objectifs. Il y a des schémas directeurs qui ont été faits à une époque, etc., qui sont un peu des audits limités, hein, je vous rejoins. Et après, entre-temps, il ne se passait rien. Donc voilà. Finalement, le diagnostic permanent, c'est exactement la même chose. Donc on décide d'objectifs, on met en place des plans d'action, on les mesure, et puis on fait tourner la route d'aiming et on applique, etc. Et pareil, de cette façon-là, ça structure. Et c'est vraiment, ça doit devenir, et je pense que c'est l'objectif pour toutes les collectivités, la feuille de route. Enfin, moi, je dis, mais pourquoi ce plan d'action-là n'est pas dans le PGSSE, quoi? Pourquoi ce document-là n'est pas rattaché, etc. Il ne doit rien avoir à côté, finalement. Ça doit être le squelette. Si on arrive à en faire le squelette, c'est pas plus de travail. Il y a une phase de transition, donc où il faut élaguer. Voilà. Il faut éviter les doublons. Il faut penser à chaque fois. Il faut mettre en place un groupe de travail avec un comité PGSSE régulier qui se réunit, qui fait le point sur les objectifs avec tous les acteurs. Il ne faut pas hésiter à aller chercher les acteurs extérieurs. Hein, donc on fait ce comité avec l'ARS aussi, avec l'agence de l'eau. On essaie de mettre aussi en cohérence les choses. Si on refait un schéma directeur, il faut qu'il soit cohérent avec le PGSSE. On ne peut pas imaginer qu'un bureau d'études soit un truc qui dit non, mais dans le PGSSE, on a fait des analyses et qui nous refasse un PGSSE. Donc ça a vocation à être la colonne vertébrale de l'eau sous toutes ses formes, pour faire court. Pour moi, oui. C'est un système de management de la qualité, et un système de management, quels que soient les process, industriels, agroalimentaires. Les premiers qui ont mis en place des systèmes de management, c'était l'industrie, je pense à Michelin qui est ici, les industries de l'automobile, parce qu'ils avaient énormément de sous-traitance, donc ils avaient comment on régule ces sous-traitances. Mais on voit que ces systèmes, ils ont été efficaces en termes économiques, qualité, etc. Et aujourd'hui, ces systèmes, on les met en place sur des services publics à la personne, et on dit il n'y a pas de raison
qu'un service public de distribution d'eau ait moins d'efficacité, de maîtrise de risque qu'un industriel. L'enjeu il est encore plus grand, quoi. Pour moi, c'est plus important d'assurer une continuité de distribution d'eau de qualité que de gagner 5 centimes sur la production du pneu, quoi. Voilà, voilà. Et finalement, ces systèmes, ces outils, on les avait à notre disposition et on les utilisait pas. Donc voilà, pour moi, la grande révolution, c'est une professionnalisation finalement. Et les collectivités et les distributeurs en ont besoin parce qu'on a des systèmes de plus en plus complexes. Enfin, je peux vous dire que le système de Chartres, on est en train de travailler sur de l'intelligence artificielle pour pouvoir monter des scénarios, justement de crise aussi, pour pouvoir, après le PGCCE, de dire voilà, dans telle situation, je perds tel captage, qu'est-ce que je dois faire ? Mais le qu'est-ce que je dois faire, c'est pas simplement quand j'appuie sur le bouton, je démarre le captage, parce que j'ai des captages qui consomment potentiellement plus d'énergie. J'ai des captages qui nécessitent un traitement d'eau. Donc, à partir du moment où je démarre, c'est de moins bonne qualité, donc il faut que je traite l'eau. Donc, j'ai plus d'eau de perte en usine. Donc, voilà. Et tout ça, c'est très complexe quand c'est très maillé. Alors ça, pour le coup, le PGCCE, il permet d'avoir cette idée, de mettre en place des indicateurs, de faire les bons choix. Et c'est vrai que dans un système où le paradigme autour de nous change en permanence, un paradigme sur nos ressources en eau, un paradigme économique avec les crises qu'on a pu avoir sur l'inflation ou de même de rupture de produits de traitement. Ça, j'oubliais un truc aussi, à un moment on n'est plus de chlorophérique, quasiment. Un paradigme sur les changements climatiques. Le changement climatique, ce n'est pas que des baissants d'eau. Le changement climatique, alors nous qui sommes sur Chartres, plus au-dessus de la Loire, on n'a pas des installations électriques qui sont conçues pour supporter des hautes températures pendant 2 mois. Aujourd'hui, les armoires électriques, elles ne sont pas ventilées. Donc, et c'est normal, il n'y avait pas de besoin à l'époque. Voilà, donc tout ça aussi, ce risque, il est important. Et tout ça, ce risque, vous l'intégrez dans le PGSSE, justement, ce risque des armoires électriques. Mais il doit être intégré. Il doit être intégré. Ça fait partie rupture d'alimentation d'énergie. Ça fait partie des critères de risque. Est-ce qu'il y a un groupe, pas de groupe ? Il y a une époque, on a beaucoup supprimé les groupes électrogènes de secours parce que finalement, les distributeurs d'énergie sont bouclés, on fait des boucles, etc. pour sécuriser les ressources. Résultat, on a des incidents. Et je vous rappelle qu'il y a 2-3 ans, on parlait éventuellement de coupure d'énergie qu'on était en pleine crise, etc. Donc voilà. Donc il y a et puis derrière ça aussi, forcément, ça c'est des coûts. Donc ça a des coûts, donc aussi un prix de l'eau qui potentiellement va augmenter. Donc il faut aussi que par rapport aux usagers, aux citoyens, on peut justifier derrière, objectiver que voilà. Votre prix de l'eau augmente parce qu'on fait ça, parce qu'on protège la ressource, parce qu'on multiplie éventuellement les ressources pour assurer le secours, parce que on va éviter les incidents. Je vais vous donner un exemple. Court, s'il vous plaît. Court. Une chose sur laquelle on a été confronté. Vous avez un jeu vidéo qui s'appelle Fortnite. Ceux qui ont des ados connaissent ce jeu. Et à un moment, le but du jeu, quand on arrivait en parachute, c'était d'atterrir sur un château d'eau. Tous les petits châteaux d'eau des villages là, qui n'étaient pas protégés, etc. Pendant un moment, le jeu, c'était d'aller monter en haut des châteaux d'eau. Quelqu'un qui monte sur un château d'eau, sur une échelle extérieure où il n'y avait pas de verrou, etc., vous constatez quelqu'un monter, vous êtes obligé de fermer les dispositions d'eau pendant 3-4 jours parce que vous ne savez pas, etc. Donc la sécurité de l'ouvrage, c'est un petit détail, mais c'est rien. C'est pas une attaque des Russes. Quoi. Ça aussi, c'est un ado qui est monté au-dessus. Ça aussi, c'est intégré dans le PGC. C'est intégré aussi, oui. C'est la protection des sites, etc. Donc ça va de ce petit risque-là. Mais qui est quand même contraignant, donc, parce que derrière, vous avez 3 jours, la population est obligée de distribuer des bouteilles d'eau à la cyberattaque de la Russie. Mesdames, Messieurs, fort de cette expérience je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai pensé à autre chose, je pense toujours à 3 choses en même temps. Attention, qui me regarde se verra destiner le micro, donc madame, vous m'avez regardé, qui a envie de poser une question ? Attendez, oh, bon, allez-y, on vous connaît. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, donc je fais partie de l'association Parc National Zone Humide pour le Val d'Allier. Est-ce que vous prenez en compte les écosystèmes, donc les zones humides entre autres, et également les déchets à risque tels que des particules radioactives et les médicaments, et les problèmes aussi de distribution des bouteilles plastiques quand il y a de la sécheresse? Ça fait beaucoup de sujets. Les zones humides,
La gestion des paysages, Les terres particules agricoles. radioactives. On y vient. Les zones humides. Alors les zones humides, par exemple, c'est l'environnement du réseau, ça peut être. Donc ça, ce côté environnement du réseau, mais il n'y a pas que les zones humides. Du coup, il y a pas mal. Il y a aussi la géologie. Est-ce que c'est un milieu industriel, est-ce que c'est agricole, etc. Donc ça fait partie aussi de l'analyse des dangers. En fait, c'est le contexte. Donc il faut prendre en compte l'environnement aussi des installations. L'autre, c'était sur les Particules radioactives. ouais. Après aussi, c'est pareil. De toute façon, le danger doit être Radioactivité microbio. suite à des mines radioactives d'extraction. Donc c'est le sol, quoi. En fait. La L'exploitation. contamination du sol, par exemple. Après exploitation, pas la radioactivité naturelle. En fait, ça fait partie du danger d'état du sol aussi. Oui. Voilà. Donc ça, oui, Ah. forcément, parce qu'on peut être en zone polluée avec hydrocarbures, avec ça dépend ce qu'il y a eu avant. Hein. Donc oui, la d'accord. thématique doit être prise en compte. Oui. Et les ARS, par exemple, font des analyses Madame sur ces déchets résidus. Donc, la radioactivité fait partie des paramètres suivis dans le cadre de la réglementation. Sur les bouteilles en plastique, voilà. Les bouteilles en plastique, ça sera plutôt dans les solutions de situation d'urgence. Si on a des coupures d'eau, etc., il faut prévoir. Enfin, en fait, il faut tout simplement prévoir. En fait, que ce soit la bouteille en plastique, que ce soit des citernes, etc. Mais c'est prévoir de pouvoir alimenter ou donner un minimum d'eau à la population, au moins pour les besoins premiers. Quoi. Et ça veut dire qu'un Voilà. PGSSE, c'est un peu comme un PCS, un plan communal de sauvegarde. Alors, ça doit prendre en compte. Monsieur Turpin. Ça vient aussi alimenter le PCS, bien sûr. En fait. Là, vous avez constitué des stocks d'eau, vous savez où on pourrait les constituer vite? Alors, on a un stock d'eau permanent. Ouais. Donc, alors qu'on est obligé de renouveler de temps en temps parce qu'il a sa pérennité. Et puis, on a une convention avec un distributeur d'eau aussi de bouteilles d'eau. Et en moins de 24 heures, on arrive à avoir un SMI. Quoi. Donc, Mais je rebondis sur la question de madame. Derrière les zones humides, c'est les conduites de culture, c'est le monde agricole. Surtout vous, à Chartres, vous êtes en pleine Beauce. Est-ce que le PGSSE, mine de rien, vous donne des armes pour améliorer votre rapport de force face à certains éléments du monde agricole qui peuvent avoir envie de ne rien changer du tout? Vous voyez à quel point j'emploie des euphémismes et je suis poli. alors, depuis à peu près 5-6 ans, même un peu plus, on est en réunion tous les ans en préfecture avec le monde agricole pour gérer l'été qui arrive. Chacun cherche sa position. Chacun défend son corps de métier. Et en face, vous avez des agriculteurs qui ne sont pas forcément responsables non plus d'une politique globale. Certes. À chaque fois, c'est une individualité. On est d'accord. Est-ce que ça vous donne plus d'armes, entre guillemets, face au préfet et au monde agricole? Dès qu'il y a un sujet qui est non maîtrisé, non connu, non objectivé, on part dans le pugilat et le fantasme. Donc il faut objectiver les choses et avoir des chiffres et avoir des éléments à donner, etc. Donc aujourd'hui, nous, on s'efforce de ça, d'être le plus transparent possible vis-à-vis des agriculteurs. Un exemple, depuis qu'on a ce conflit d'usage avec l'irrigation l'été, tous les jours, j'envoie à la chambre d'agriculture mes niveaux de forage, les deux forages, etc., le débit qu'on pompe, etc. Par contre, à ce jour, je n'ai pas de visibilité individuelle des volumes qui sont prélevés par le monde agricole. Donc aujourd'hui, nous, on s'efforce à être le plus transparent derrière. Et pour moi, c'est une force de dire, mais attendez, moi, je sais ce que je pompe. Voilà. Vous voulez savoir ce que je pompe depuis 10 ans? Personne ne peut jouer sur l'incertitude. Non, voilà. Vous savez. Et ça, c'est important. Ouais. C'est important. Ce matin, j'entendais, en arrivant en voiture, sur le débat budgétaire, qu'on proposait des textes de loi, des amendements, etc., et qu'on n'avait pas la possibilité, on ne savait pas chiffrer. Donc on allait prendre des décisions sans avoir un chiffre en face, quoi. Donc voilà, on ne peut pas prendre de décision si on n'a pas de chiffres. Donc, et le résultat de ça, c'est que, pour vous donner un exemple, ne serait-ce que sur le comptage, la préfecture a pu, avec les agriculteurs, valider le fait qu'on allait équiper à terme tous les forages d'irrigation pour avoir une vraie mesure, avec potentiellement même donc un report journalier. Alors c'est compliqué parce que souvent c'est un monde assez fermé, etc. Mais on s'est dit c'est tellement important cette nappe, on a tous besoin de cette eau, il faut qu'on la gère bien. La première chose à faire, c'est quand même de pouvoir la comptabiliser. Vraiment. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas, jusqu'au PGSSE ou jusque récemment, il n'y avait pas de compteur?
ben, vous n'avez pas des compteurs partout. Ça dépend de la taille du forage. C'est pratique ça. Comme vous avez ça, des forages qui sont relevés une fois par mois, etc. Donc, alors qu'on a besoin finalement quasiment à la journée de savoir la pression. La canicule de 2022 a fait beaucoup pour l'industrie du compteur dans le monde agricole. Sachez-le, mesdames, messieurs, il y a des départements entiers qui se sont équipés, qui ont découvert qu'ils ne l'étaient pas. Un coup de chaud, ça fait du bien de temps en temps. Mesdames, messieurs, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Je vous vois acquiescer, madame, juste en face de moi. Attention, je perçois tout mouvement. Y a-t-il des questions Il y a bien des élus dans la salle, comment vous dites, des PRPDE, voilà, qui sont fort inquiets ou fort effrayés par un PGSSE. Oui, non? Vous êtes sage. Vous ne facilitez pas la vie. Oui, merci. Anselme vous amène le micro. Bonjour. Merci de vous présenter. Martial Vernet, Loire-Forêt Agglomération. C'est une question plutôt pour Lionel Turpin, qu'on se connaît. Hein. Bonjour Lionel. Ma question c'est, on a vu le PGSSE finalement, il y a une grosse partie étude en amont, un état des lieux, etc., tout ce que vous avez listé. Et puis à un moment donné, on finit quand même l'étude et on bascule sur la suite. C'est qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qui a été écrit en sortie d'études et qu'est-ce qu'on met en place pour améliorer la sécurité. Et du coup, ma question c'est sur Chartres, quel a été le coût initial de l'étude puisque vous nous avez un petit peu listé tout ce que vous aviez sur vos installations, et c'est relativement proche des installations de Loire-Forêt finalement en volume, en quantité, etc. Donc quel a été le coût de cette étude et quel sera le coût finalement, et j'imagine que vous l'espacez, vous le phasez, quel sera le coût de la sortie d'études et de ce que vous allez faire pour améliorer et des conclusions de ce PGSSE. Alors c'est toujours difficile d'établir un coût, mais en fait pour nous ça a quand même été un coût un peu masqué parce que donc on a créé la structure en 2016. Donc forcément, quand on a créé la structure, il fallait qu'on mette en place tous nos outils de gestion, d'audit, etc. Donc c'est quelque chose qu'on aurait fait de toute façon. Mais on l'a fait dans un cadre. Donc pour moi, c'est pas un surcoût, quoi. J'aurais tendance à dire, c'est un peu comme un système qualité. Il y a un moment, il y a un surcoût, il faut quand même un acteur. À la rigueur, on avait déjà, on a déjà un service QSE. Aujourd'hui, maintenant, le service QSE, je leur dis, mais attendez, vous êtes acteur forcément du PGSE. Arrêtez de me faire des procédures, des machins, etc., qui sont en dehors du système. Donc le système, c'est celui-là. Donc il y a plus une rationalisation des coûts. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment un surcoût. Après, je crois que ça m'a quand même occupé pendant 3 premières années, mais quand même un temps plein. Ah alors, oui, quand même, 3 ans. Je l'avais avec un apprenti ingénieur, c'était 2 apprentis ingénieurs, ça fait en partie de leur sujet, hein. Mais ça leur a permis aussi d'avoir pas mal d'aspects finalement sur ce sujet. Mais oui, il faut quand même investir dans une ressource, je pense, qui est en dehors de l'exploitation du quotidien. Parce que à la fois on a besoin de la formation des acteurs de terrain, mais on avait besoin de quelqu'un qui met en forme. Donc, et qui rappelle, qui aide à structurer, etc. Donc oui. Et après, la proportionnalité de ce temps, elle est proportionnelle aux équipements et aux UDI, c'est ça. Mais c'est plus en se dire, il faut à la fois un pilote, et le pilote, c'est forcément quelqu'un qui est impliqué dans la structure. Enfin, le pilote, c'est en partie moi, ou mon groupe de direction autour du système, avec le directeur de l'eau de l'agglomération. Enfin, on a un comité de pilotage en fait, qui prend tous les acteurs. Et après, on trouve assez facilement, alors soit quelqu'un qui est du métier, ou plutôt un qualiticien, etc., qui peut aider à faire ça. Mais il faut quelqu'un qui va structurer. Le tableau Excel, il faut s'approprier, etc. Il est là, mais il faut. Enfin, voilà, c'est un peu une AMDEC, hein, c'est une analyse de risque, donc il faut être structuré dans sa tête, il faut prendre des éléments un par un, et on peut pas faire ça avec le téléphone qui sonne d'un côté, le collègue qui appelle parce qu'il n'y a plus d'eau là, voilà, etc. Donc voilà, donc il faut cette ressource.
Mais c'est intéressant. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est une professionnalisation. Madame Lapouge, Madame Brunier, il y a des collectivités à qui ça a pu faire peur parce qu'ils n'étaient pas habitués à un mode de saisie, à un mode de discussion, justement à cette professionnalisation. On faisait les choses chacun dans son coin et c'est un peu un changement, oui, de management, de culture de l'eau. Ça structure en fait. Et ça oblige à avoir une démarche, ce que disait M. Turpin, en fait, ça oblige à prendre en compte une démarche jusqu'au bout. J'identifie un problème, je mets en place des choses pour... Mais ça, tout le monde le fait au quotidien, en fait, naturellement. Et donc, c'est arriver à démontrer que les gens le font de toute façon, quoi, en fait. Et c'est ça qui est le plus dur. Alors, voilà, on parle de PGSSE, je mets en place un PGSSE. Moi, je rêve de dire, de plus entendre ce mot, quoi, en fait, dans le sens où... en fait, on va planifier la gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, point. C'est notre job. Oui, en fait. c'est une planification, un document de planification. En fait, c'est ça, c'est une planification au quotidien d'assurer la sécurité sanitaire de notre système d'eau potable. Et voilà, en fait, point. On ne parle plus de PGSSE parce que l'acronyme, en fait, la traduction se traduit en un plan, donc du coup, on pense à un document, et en fait, alors que c'est le quotidien, vraiment. Et par contre, il faut formaliser, il faut structurer. Et puis, ça rappelle les pratiques parce que on ne peut pas dire ça va me prendre du temps. Ben, en fait, il y a des fois, tu es censé quand même le faire dans ton job. Donc, au bout d'un moment, faut y aller. Voilà. Faut pas non plus se cacher derrière les choses qui sont censées être là déjà. Madame Brunier. Non, c'est vrai que c'est une démarche qui est assez engageante, qui va nécessiter, comme on l'a vu, beaucoup de ressources, que ce soit humaines ou financières. Donc, effectivement, ça peut faire peur. Mais voilà, il faut se lancer et l'AST, on travaille notamment à sensibiliser sur les échéances, tout ça, et on espère que les collectivités vont se lancer. On voit que certaines l'ont déjà finalisé et que c'est pas... Certaines, c'est-à-dire combien ? Aucune idée. Les ARS ne savent même pas nous dire au niveau on va demander régional, à l'ARS, justement, ça tombe bien, l'ARS est là, Madame Surel. Donc à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement, on a commandé une enquête auprès des PRPDE. Enquête qui a été réalisée en octobre 2024. Et donc on est sur moins de 10% des collectivités qui se sont engagées dans leur PGSSE. Elles n'y sont pas obligées ? Alors l'échéance réglementaire, la première échéance réglementaire, donc c'est juillet 2027. Pour la partie ressources et janvier 2029 pour la partie distribution. Donc effectivement, il est temps de s'y lancer. Oui, 10%, c'est pas beaucoup. Vous allez avoir du travail, Madame Lapouge, c'est bien ? Vous allez avoir du travail ? Oui, j'en ai plein, mais c'est bien de les accompagner parce que ça permet de les lancer. Il faut, pour justement essayer d'enlever cette peur, en fait. Voilà, c'est plutôt ce que je fais. Du coup, quand même on accompagne des tout petits qui en fait, les démarches qualité, c'est 10 milieux, hein, clairement. Enfin, déjà, l'état d'esprit de cette route de Deming, etc. Et en fait, quand 4 ans, 5 ans après, on va dans des salons comme tout à l'heure là, où on voit qu'ils ont acheté des sondes pour mesurer, pour suivre leur qualité, parce qu'ils achètent de l'eau, ils ne savaient pas ce qu'ils achetaient. Donc on voit les évolutions, on voit la structure, on voit la prise de conscience aussi de maîtrise à tout moment. Et ça, c'est... voilà, là, on se dit, oui, ça y est, ils y sont, quoi. Et puis, ils n'arrêtent plus. Donc, c'est bien. Mesdames, Messieurs, avez-vous encore peur ou avez-vous été convaincus ? Voulez-vous vous lancer jusqu'à lever le bras pour réclamer le micro à Anselme ? Allez-y, si Madame jamais Brunier. Pour compléter, on a organisé, c'était mardi matin dans nos locaux à Courbevoie, une matinée dédiée au PGSSE. Et dans ce cadre, on a eu des retours d'expérience qui sont très détaillés, notamment celui d'Eau de Paris. Bon, c'est une grande collectivité avec pas mal de moyens, mais la démarche est vraiment détaillée et en piochant un petit peu dans chaque retour d'expérience, comme ça on peut réussir à formaliser son propre PGSSE sur la base de ce qui a été fait. D'ailleurs, quelle grande métropole a réalisé son PGSSE ? Haute-Paris est ça fait alors je crois qu'ils sont en train de le finaliser. C'est pas... Ouais. C'est jamais fini. Oui, c'est jamais fini. C'est vrai que c'est une démarche continue. Et... Bon, je sais pas, Lyon, Marseille, Toulouse, Madame Surel. Au niveau régional, il doit y avoir Grenoble.
Valence, Saint-Étienne. Ah, il y a des gens qui savent et qui ne l'ont pas dit en levant la main pour réclamer le micro. Eh ben, je vais leur passer le micro. Anselme. Il y a des gens de Saint-Étienne, Zéza? Bonjour. Bonjour, oui, non, je suis Armelle Hermé du pôle régional de l'ARS. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu une vision un peu plus large que Laurence sur le sujet. Laurence annonçait les 10% de collectivité sur la région, mais c'est vrai aussi qu'on a une région qui est un petit peu atypique, hein, puisque c'est une région où la distribution de l'eau est fortement morcelée. On a quand même quasiment 70% des unités de distribution qui distribuent moins de 500 habitants. Alors c'est vrai que quand j'entends parler des retours d'expérience d'eau de Paris en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas forcément ça qui nous parle beaucoup. Mais à contrario, dans le Cantal notamment, avec notamment évidemment l'incitation financière de l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui en fait conditionnait les investissements et ces aides à la réalisation d'un PGCSE. On a beaucoup de petites collectivités qui ont pu s'engager dans cette démarche. Donc il y a quelques retours d'expérience assez intéressantes. Voilà, et on en a partagé notamment 3 qui sont en ligne sur le site internet de l'ARS. Voilà, donc effectivement. Lesquelles d'expérience? Alors on a mis le retour d'expérience de Valence, de Grenoble et puis de la Comcom Cérégoul. Voilà. Cérégoul. Cérégoul dans le Cantal. D'accord. Si ça peut inspirer aussi des collectivités, voilà, à la fois sur ce qu'ils en ont tiré de positif, mais aussi quelquefois ils ont pu exprimer les difficultés qu'ils ont eues dans cette démarche. Alors lesquelles, par exemple, de difficultés, si vous en souvenez? C'est globalement ce qu'a déjà exprimé Laurence, hein, en termes de moyens humains à mobiliser. C'est surtout ce qui est ressorti. Et comme le disait la personne... Monsieur Turpin. Voilà, Monsieur Turpin. Voilà, même quand les collectivités le font en interne, voilà, il faut arriver à constituer l'équipe et à dégager un temps de travail avec des gens qui n'ont pas forcément le nez dans le guidon et qui sont sollicités de toutes parts, mais qui arrivent à consacrer un temps suffisant à mobiliser l'équipe et à faire avancer le projet. Parce que voilà, avec le risque qu'ensuite ça finisse aussi par s'enliser si on n'y met pas les moyens, quoi. Merci Madame Surel. Alors moi, j'avais une petite diapo que je ne vous ai pas présentée encore et qui était justement, comme vous disiez, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore convaincus? Je ne sais pas si on peut mettre ma diapo. Voilà. Parfait, merci. Donc parce qu'en fait, les Water Safety Plans existent depuis plus d'une vingtaine d'années au niveau international. Donc ils ont été largement évalués, ils font l'objet de très nombreuses publications. Et donc ça, c'est extrait d'une publication de l'OMS qui date de 2018, qui met en évidence les bénéfices de ces plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau en termes d'exploitation et de maintenance. Donc les bénéfices, ils vont être sur la meilleure sensibilisation et formation des opérateurs grâce à une meilleure compréhension de l'impact de leurs actions. Une optimisation des traitements, par exemple, une meilleure maîtrise des concentrations en chlore, moins de panne. Des économies, que ce soit sur les coûts d'exploitation, sur les coûts des incidents évités, sur la réduction de la quantité d'eau non facturée. Dans les cas d'études, il cite aussi une collectivité qui faisait beaucoup d'analyses et qui a ciblé les analyses sur vraiment les paramètres d'intérêt, donc qui a pu faire des économies à partir de là. Et bien sûr, une amélioration et une sécurisation de la qualité de l'eau à la ressource et en distribution. Donc c'est un satisfecit global.
C'est ça. Je reviens sur ce que vous disiez, madame. Dans le public, je vous pose la question à tous. Il y a des aides, donc, pour constituer un PGSSE ? Oui, tout à fait. Donc, notamment celle des agences de l'eau. Et l'AST a travaillé à un petit document qui compare le niveau d'aide en fonction des agences. Donc, tout est disponible sur la page dédiée au PGSSE de l'AST. Vous retrouverez... Il n'y a que les agences qui peuvent aider, l'ARS aussi. Et conseils départementaux. D'accord. Et l'ARS ? Alors l'ARS, voilà, c'était là sur une action ponctuelle d'accompagnement méthodologique. Et pour la suite, on continuera à être présent. Voilà. Oui, typiquement, l'agence de l'eau Seine-Normandie peut financer jusqu'à 80% la démarche PGSSE. On finance quoi ? On finance un poste, on finance des études, des bureaux d'études ? Des études en premier lieu. Et puis. Ça peut être un poste aussi. Un poste, ouais. Et vous, monsieur Turpin, vous avez des sous ? De qui ? Non, on a commencé plus tôt, donc on n'a pas eu de sous. Vous n'avez pas eu de sous. Vous en réclamez pas postériori ? Je vais en réclamer pour la deuxième étape qui est celle sur le réseau, parce que là, donc nous on est allé jusqu'à la ressource. Après, il y a toute la partie réseau jusqu'à l'usager et aussi avec les maîtrises des risques aussi dues au réseau, qui est pour le coup quelque chose de plus diffus. Après, en termes de coûts, pour ajouter à votre question, on parlait de coûts et j'aime bien dans votre slide. On parle de gains, mais il y a des vrais gains à faire dans la démarche. Lesquels, par exemple souvent, vous-même, vous en avez fait ? Oui, parce que en fait, plutôt que de prendre des problématiques ponctuelles au coup par coup, quand on a évoqué toute l'aspect sécurisation des ouvrages, c'est-à-dire sécurisation des accès, etc., on a pu voir un audit exhaustif. Et puis, en termes on a pu lancer un appel d'offres, la collectivité a lancé un appel d'offres pour qu'on puisse mettre à jour tous nos ouvrages, les accès aux clés, les sécurisations, etc. Et pour le coup, on avait un nom d'installation importante et on a pu définir aussi une méthode, une qualité pour... faut imaginer quand on reprend une collectivité, vous n'avez pas une clé pareille, vous n'avez pas, etc. Tout ça. Donc tout ça, ça va, même en termes d'exploitation, ça simplifie mon exploitation. Si je prends, parce que, et ça je l'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure dans la méthode, le défaut de notre méthode de départ, c'est qu'on a raisonné unité par unité. Et très vite, on s'est rendu compte que pour gérer des plans d'action, il fallait pas. On prend unité par unité, mais après, il faut reprendre thème par thème. Donc après, on s'est attaché à la chloration. On a dit, voilà, c'est quoi la situation de chloration sur l'ensemble des thèmes. Et là aussi, on s'est mis une politique d'achat, une politique de type de matériel, une politique de mesure. Voilà, on définit les politiques. Et là aussi, même en termes d'achat, on peut gagner aussi parce qu'on rationalise. Il y a vraiment ça. On rationalise les actions et on rationalise aussi nos achats, on rationalise nos pratiques. À un moment, on ne sait plus pourquoi on envoie un agent faire des analyses. Pourquoi là il y va ? J'y vais toutes les semaines. Ok, d'accord. Et là tu vas aussi toutes les semaines. Ouais, ok. Et là tu produis combien ? 10 mètres cubes par jour. Et là 5000. Ah bon, d'accord. Bon, faut peut-être rationaliser tout ça, quoi. Où est le risque ? Et là aussi dans l'accompagnement des agents, c'est important. Pourquoi je vais là ? Pourquoi ? Et là, le PGSSE, il est très important là-dessus. C'est le collaborateur, il est acteur. Et souvent, on a commandé des sites qui sont très isolés, très distincts. Nos yeux, c'est le collaborateur qui va sur place. Donc la maîtrise du collaborateur du risque, elle est hyper importante, quel que soit le collaborateur. Même si c'est quelqu'un qui va juste relever un compteur dans un château d'eau. Madame Lapouche, vous disiez tout à l'heure, vous l'avez répété, un PGSSE, ça dure tout le temps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut un poste d'animateur dédié ? Pas forcément. Non, moi je dirais non. C'est bien si le pilote, comme disait M. Turpin, change aussi, parce que ça permet aussi de dynamiser autrement. En tout cas, je pense qu'il faut c'est une personne qui doit avoir la compétence humaine de rassembler, de fédérer, de jamais rien lâcher. Par contre, ça c'est essentiel, parce que sinon ça va vite s'essouffler. Mais ça c'est important en fait. Ça c'est vraiment important parce que cette régularité dont on parlait là pour mettre en place, pour moi c'est la clé. Même si vous commencez tout doucement, en fait, faut pas se dire allez hop dans 3 mois on a fini. C'est faux, ça marchera jamais. Mais par contre se donner par rapport au temps. Peut-être que c'est qu'1 heure et demie ou 2 heures tous les 15 jours, j'en sais rien au début, mais se dire j'y vais. En fait, j'y vais, on le fait, on s'assoit et on commence. Et ça, c'est essentiel en fait. C'est se donner, se obliger dans cette discipline pour commencer. Pour moi, c'est déjà la première clé de réussite et pas se dire oh ben non là j'ai pas le temps, je vais à la piscine. Dernière question, le PGSSE, j'ai bien compris, c'est une analyse de risque, mais c'est une analyse de risque actuelle ou qui permet de
de prévoir, d'envisager les risques futurs. Est-ce que les PGSSE avaient prévu les risques de hacking? Comment le changement climatique est intégré, les explosions de cyanobactéries, allez savoir. Autrement dit, est-ce que c'est un modèle figé dans le temps ou est-ce que c'est un modèle de modélisation? C'est aussi un facteur de modélisation. En fait, on doit prendre en compte toutes les situations. Donc, dès qu'il y a une situation d'urgence qui n'était pas prévue, faut venir vite l'intégrer, en fait, puisque faut voir si on a pu la maîtriser ou pas, si on a mis les actions qu'on a normalement en place, est-ce que ça a suffi? Ça veut dire qu'il faut que le risque advienne pour qu'on en tienne compte. On ne peut pas imaginer... En fait, c'est une démarche préventive. Donc, il faut prendre en compte tout ce qu'on peut. Mais des fois, il y a des choses qu'on n'a pas pris en compte, quoi. Là, je vois, nous, dans le Sud, on a eu pas mal les incendies. C'était pas quelque chose qui, en termes de probabilité d'apparition... Donc, c'est intégré, ça. C'était top. Maintenant, oui, c'est autrement. Surtout les mesures de maîtrise après. La remise en service, les analyses, même dans les châteaux d'eau. Quand vous avez des fumées pendant, je ne sais pas combien de semaines, il faut s'assurer que c'est lavé, c'est désinfecté avant la remise en service. Les canalisations dans le sol, dans les pins qu'on a qui ont chauffé, l'eau qui a... etc. Il y a des dommages. Ça, on ne le prévoit pas jusqu'à le subir quand même. Et comme tous ces événements aussi ne sont plus exceptionnels, en fait, c'est là où il faut de plus en plus être en alerte. Et dès qu'on a identifié, c'est pour ça que c'est préventif, c'est-à-dire qu'il faut imaginer tout ce qui peut arriver pour pouvoir penser et mettre en place de la maîtrise, parce que le jour où ça arrive, on est réactif et on maîtrise et on ne subit pas. Alors, par rapport on terminera là, au risque de hacking, justement, toutes les collectivités ont revu leur système informatique, les ont renforcés. Je ne sais pas, à Chartres, ça s'est basé comment? Oui, donc nous, on a une DSI en interne qui est en charge de ça, la cybersécurité. Donc on forme nos collaborateurs. Aujourd'hui, on a un des points d'entrée qui est assez fragile aujourd'hui, c'est tous les équipements de télésurveillance. Mais aujourd'hui, les technologies, elles nous obligent à basculer parce qu'on va perdre une partie de la communication en 2G et 3G. Donc on passe sur des systèmes qui sont plus en réseau IP, qui sont beaucoup plus sécurisés, quoi. C'est-à-dire qu'on a des boucles qui sont internes, qui ne donnent pas l'accès à l'extérieur. Alors ça nous complique notre vie parce qu'il faut ouvrir des droits à chaque fois pour chaque collaborateur et tout ça. C'est une méthodologie à mettre en place. Mais oui, c'est un vrai sujet. C'est un sujet du quotidien. J'ai la particularité d'avoir un fils qui est ingénieur en cybersécurité. Je connais un peu le domaine. Mais ça va de recommander aux collaborateurs quand on sort de son bureau, c'est de verrouiller son PC. Tout simplement. Tout simplement. Déjà ça. Vous savez, les attaques... Allez-y. Voilà. On le disait tout à l'heure, il y a le risque majeur d'une attaque structurée, soit d'un État, soit de banditisme, etc. Et après, il y a la malveillance interne. Vous avez un collaborateur avec qui vous êtes fâché, qui quitte l'entreprise, etc. Et tout ça, vous lui laissez ses droits d'accès, le lendemain il vient, il a son mot de passe, tac, il va sur le site et puis j'arrête l'eau, quoi. Donc, je me souviens d'un drame qui a eu peu de temps, il y a quelques années, je crois que c'était du côté de Grenoble, un livreur qui s'était fâché avec quelqu'un qui avait assassiné la personne sur le site. Donc, voilà, il y a vraiment ça. Le risque informatique, c'est vraiment une espèce de maison ouverte sans clé, sans fermeture, et il faut à la fois s'assurer que ceux qui sont complètement à l'extérieur, ceux qui sont en interne, etc., ne puissent pas rentrer. Donc oui, c'est compliqué, et ça demande de la méthode, ça demande de la structuration aussi, avec des démarches aussi qui sont de la même façon, alors plus appliquées à l'informatique, enfin tout système DSI, de mesure du risque, dans les choix des outils, dans les choix de l'outil internet ou l'outil de mail aussi, le mailing. Donc nous, aujourd'hui, on fait des tests. DSI nous envoie des faux mails pour tester notre façon de réagir, un mail un peu bizarre, etc. Tout ça, quoi. Mais récemment, ils nous ont envoyé un mail avec écrit DGA de telle collectivité. On a tous appuyé sur le lien, quoi. Je veux dire, c'était voilà. Donc c'est le client auquel j'appuie. Mais voilà. Donc après, on a débriefé, etc. Mais c'est vraiment un risque très fort. Madame Lapouge. Oui, c'était juste pour ce que vous disiez. Ça revient au guide aussi de la cybersécurité qui est disponible sur la ST. Mais on va mettre des cadenas, des contacteurs, des trappes d'accès à l'eau. On fait pareil avec le système informatique.
C'est tout. Je vous invite à visiter, si vous en avez la possibilité, le système de gestion des grands lacs qui régule le niveau de la Seine et qui évite à Paris d'être sous la flotte. C'est un système qui est redondant, il y a 5 systèmes et le système ultime en cas d'attaque, c'est une bonne vieille radio à l'ancienne à ondes courtes. Voilà, parce que c'est le système le moins hackable, je ne sais pas si on peut appeler ce terme possible. Et tout repose sur un professionnel qui a juste une console et qui regarde les éclus. C'est assez impressionnant. C'est très formateur. Voilà, finalement, notre sécurité. Oui, monsieur, vous aviez une question. Au dernier moment, il vous reste 2 minutes. Alors, attendez, Anselme arrive avec le micro. Merci de vous présenter. Bonjour. Oui, Yves Bartholomé. Là, je suis au niveau du projet d'installation de zone humide sur le Val d'Allier. On revient aux zones humides. Voilà, on revient. Là, non, vous évoquez l'aspect sécurité et sur l'accès, ce que vous avez évoqué sur le jeu d'enfants qui ont eu accès au château d'eau. Or, c'est une réflexion qui me vient fréquemment à l'esprit, c'est que les châteaux d'eau, de mon point de vue, sont vulnérables. Et vous parlez d'accès de protection au niveau informatique, mais il y a l'accès physique où on peut très bien imaginer un acte malveillant qui permettrait de polluer la réserve d'eau que constitue un château d'eau, par exemple. Et là, on a un attentat qui aurait un effet encore plus efficace que de renverser en voiture des piétons. Certes, mais jusqu'à présent, non, mais c'est une idée qui n'est pas à développer, mais on a un accès physique de protection des châteaux d'eau qui me paraît assez faible. Je me trompe ? C'est pour ça que je pense que sur Chartres, c'est la même chose. Il y a un principe de multibarrière, de protection multibarrière à appliquer. C'est-à-dire on a de la barrière physique, des portails, des grilles, des cadenas, des contacteurs, etc. On doit avoir plusieurs niveaux de barrière pour avoir avant l'accès à l'eau. Oui, et il y a un guide également qui est sur les actes de malveillance et la protection multibarrière. On va en terminer là, monsieur. Oui, j'entends. Merci. Et puis on peut supposer que si ça avait été aussi facile, on aurait déjà été contaminé au botulisme, au choléra, à la peste bubonique. Rassurez-vous, mesdames, messieurs. En tout cas, j'espère qu'on vous a convaincu de l'intérêt d'un PGSSE. Merci. Prochain débat dans une demi-heure à peu près sur les solutions fondées sur la nature. Merci. 3, 2, 1.